Death Note commence avec Light et Ryuk qui s'ennuient de leur vie qui semble déjà toute tracée. Light est un jeune homme dont l'intelligence presque surnaturelle est conditionnée pour avoir de bons points à l'école et s'inscrire pleinement dans le marché du travail. Ryuk habite dans un univers morne et répétitif, et son existence de dieu de la mort se retrouve aussi bien dans sa fonction que dans sa nature. Ces deux personnages ont un destin tracé assez terne, et leur souffrance est qu'ils en ont trop conscience. L'auteur, Tsugumi Ohba, nous parle de destins prédéterminés et de notre lutte pour y échapper. Apprendre l'existence du Death Note, c'est se rendre davantage compte de cet déterminisme. Il n'existe ni paradis ni enfer, et tous les humains ont une date de mort prévue dès leur naissance. Mais le Death Note, c'est aussi une nouvelle série de lois et de règles qui font passer notre monde matérialiste à un monde magique. Ton chemin est tracé, les dieux et les esclavagistes l'ont déjà balisé. Tous ces fils de pute, je les oublie pas. J'ai mis leur patronyme dans mon grimoire. Ryuk fait tout basculer en prenant les devants. Il ment à son roi, sa hiérarchie directe, il enfreint la loi stricte et très punitive du monde des morts pour apporter un élément chaotique de la vie de l'humanité tout entière. Ryuk laissera d'ailleurs le hasard choisir le propriétaire du Death Note et Light interprétera ça comme un choix du destin. Pour Light, le choix est assez vite fait, son ambition démesurée est d'établir une paix mondiale en devenant un dieu meurtrier. Light, habitué aux bonnes notes, se pense parfait, mais Rem qualifiera un moment son comportement d'aussi naïf que celui de Misa, que Light méprise pourtant. Le dieu de la mort fait surtout preuve d'observateur pendant toute l'histoire. Il représente ainsi le poids secret de l'humain qui a déjà tué. De la même idée, dans un manga, la pensée est montrée graphiquement, au même titre que le reste du dessin. On y montre l'intimité d'une personne, ses secrets, dans une proximité à la fois tangible et invisible, une vérité cachée en plein jour. La réflexion peut alors devenir plus lourde que l'univers qui nous entoure, prendre littéralement le dessus, voire même nous écraser. Trop rationaliser le monde, c'est le risque de prendre trop de recul par rapport à sa réalité concrète du quotidien. Dans ce manga, Ryuk et la pensée sont le poids invisible du monde. Ryuk est une véritable incarnation de la mort, neutre, menaçante et invisible, mais quand même ricaneuse, car Ryuk est avant tout là pour s'amuser et que dans le tragique, on peut facilement trouver du comique. Et tout au long du manga, même si c'est Misa qui a l'air de tout prendre comme un jeu, Light, lui, s'amuse également. Il ne voit d'ailleurs le monde plus que comme un défi intellectuel à résoudre. Le Death Note est un livre de règles qui vient changer les règles même de la réalité, et Light s'en sert pour en faire un jeu planétaire. Une feuille d'exercice gigantesque pour laquelle il faut avoir un 10 sur 10, le score maximum, un monde parfait. Entre chaque chapitre, on va avoir droit à une nouvelle page du Death Note au sein même du manga, sur laquelle va être inscrite des nouvelles règles, et cela permet au lecteur d'approfondir sa connaissance, tel un carnet d'instructions dans un jeu de société. Et comme dans tout bon didacticiel, les règles nous sont données petit à petit. L'auteur introduit progressivement les règles du Death Note en nous donnant à chaque fois une intrigue pour l'illustrer. Un des grands enjeux pour Light est de comprendre les subtilités de ces règles, les non-dits, et de voir comment se servir d'elles pour optimiser sa partie. La vie des gens devient alors la ressource de Light pour expérimenter, faire du try and error. Misa, à l'inverse de Light, applique ce principe de vie comme ressource quantifiable sur elle-même. En échange de la moitié de sa durée de vie, elle gagne un nouveau pouvoir. Pactiser avec le diable, c'est signer un contrat dont les règles nous désignent perdant d'avance. Après tout, la rumeur veut que tout possesseur du Death Note devient malheureux. Ma mère a essayé de faire de moi un petit singe savant, un surdoué, vous savez. Et donc elle m'a poussé. Il y a même des docteurs, elle est très fière de raconter qu'il y a un docteur qui lui a dit « Madame, faut arrêter là, faut lui foutre la paix là, faut arrêter parce qu'il va vriller là. » Light a tout gardé pour lui, il a cultivé le secret, il ne s'est jamais montré comme il est. Avant l'arrivée du Death Note, s'il s'était mis à nu, s'il avait dit qu'il n'aimait pas sa vie de sage étudiant, il serait sorti du rang. Il n'a appris à être apprécié que dans ses réussites, à n'être valorisé que pour être un petit génie qui résolvait déjà des enquêtes policières alors qu'il était mineur. Et à partir du moment où il s'est engagé dans le contrat du Death Note, il s'est condamné dans cette voie, plutôt que de se libérer de l'énorme pression sociale qu'il avait sur les épaules, d'un mec infaillible, fort à l'école et qui ne faisait que suivre les traces de son père policier. Au départ, Light était juste conformiste et un peu lâche, mais ensuite c'est le pouvoir de la mort qui lui a donné l'impression de transcender sa condition. Il pense qu'il s'est échappé des sentiers battus, mais en fait, il a épousé pleinement tout le conditionnement dans lequel il se trouvait déjà, le fait d'être un monstre d'efficacité que l'on récompense s'il fait de bons résultats. Même en plein air, il y a comme une odeur de cage à lapin. Vous allez vous retrouver en compétition contre tous les autres sur des systèmes de notation absolument fous. Une note ne peut pas évaluer une progression dans une matière, c'est impossible. La note est le contraire d'une évaluation. La note, c'est un contrôle, c'est une sanction, si vous voulez. L'éducation nationale, volontairement ou pas, organise une confusion savamment entretenue entre l'erreur et la faute. L'erreur est la condition de l'apprentissage. Si on vous empêche de vous tromper, si on vous punit quand vous vous trompez, vous ne pouvez plus apprendre. Si on vous interdit de tomber, vous n'apprendrez jamais à faire du vélo. C'est aussi simple que ça. Et donc, vous comprenez ça, la confusion entre l'erreur et la faute. La faute est une moralisation de l'erreur.
Light dit être le meilleur élève du monde et réussit son examen d'entrée à l'université avec le maximum de points dans toutes les matières. On l'a formé pour être la perfection. Pour lui, perdre n'est pas une option et ceux qui commettent des erreurs méritent d'être punis. Light croit en un monde juste, il pense qu'il est logique que ceux qui agissent mal soient punis, et que ceux qui agissent bien soient récompensés. Il croit en une sorte de karma, d'équilibre cosmique. Cela lui permet de manipuler et sacrifier son entourage à volonté. Ne pas être assez intelligent est une tare, et ils en payent tout simplement la conséquence. Light est persuadé que s'il devient un dieu de la mort parfait, il atteindra son objectif de paix dans le monde. Light est un aliéné du travail au dernier degré. Il est le pur produit d'une société d'optimisation déraisonnable qui se justifie par la rationalité. Alors il faut quand même lui accorder qu'en devenant Kira, il a trompé son ennui et a pu avoir un parcours de vie unique et probablement transcendant en un sens. Il a pu se confronter aux plus grandes intelligences de l'humanité, prendre son pied à trouver la solution parfaite face à une situation désespérée, à être dans la course sans fin de celui qui pense le plus loin. Il a pu exploiter pleinement son potentiel d'intelligence, là où la société ne lui proposait a priori que de la banalité. Light est un être humain abject et terrifiant, et même si on suit le récit depuis son point de vue, la fin du manga est aussi là pour nous rappeler à quel point il est misérable. Light a été élevé et modelé pour être l'excellence, la classe supérieure à qui la vie doit la perfection, un calculateur de génie. Il est le produit de la société du marche ou crève individualiste et il a donc été formé à la meilleure des écoles pour devenir ce dieu meurtrier implacable. Son perfectionnisme obsessionnel, il en a fait une règle de vie. Il s'est enfermé dedans, car une fois devenu Kira, faire une erreur revient à mourir. La priorité absolue, c'est les résultats, le bilan final, et que l'échec n'est pas une option, on triche. Comment tricher? Eh bien en connaissant mieux les règles du jeu que les autres, en maîtrisant et possédant les rouages de la société qui te permettent de te positionner en haut de la pyramide. Ce discours se retrouve aussi au moment où le Death Note arrive aux mains d'un entrepreneur ambitieux. On le voit être en raccord avec la sélection choisie par Kira, car le désordre est mauvais pour ses affaires et qu'un dominant du capitalisme a les mains propres pour Kira. Après tout, à ses yeux, ils sont les méritants, ceux qui ont réussi dans la société. Plutôt que de juger et remettre en question les structures dominantes qui génèrent de la criminalité, Light punit majoritairement ceux qui en souffrent le plus, les classes sociales défavorisées. Light juge le fait d'utiliser le Death Note pour en faire du profit, mais pourtant, il est lui aussi dans une logique de dominant qui cherche l'optimisation à outrance. Il ne voit ni ses déterminismes, ni ceux des criminels qu'il juge bon d'exécuter. Ça devient alors assez logique pour Light de se servir des autres comme étant de simples outils. L'exemple parfait étant Mikami Teru, qui ne se voit plus que comme un outil au service de son supérieur, l'employé rêvé. Light punit les conséquences d'un système de lois, de règles et de société. Il va dans le sens de ce système en le renforçant, le durcissant via les règles du Death Note. Kira se veut être l'incarnation d'un nouveau système qui se veut révolutionnaire, mais en fait il n'est qu'une des prolongations logiques possibles du monde dans lequel il a grandi. Il s'inscrit dans une continuité et non une rupture. Elle est un autiste orphelin ayant lui aussi reçu une éducation privilégiée et possédant des moyens financiers qui semblent être sans fond. Il a l'air d'occuper un travail qui le stimule, qui lui correspond. Watari, son bienfaiteur, l'a bien soutenu. Son autisme est manifeste dès le premier coup d'œil. Il rentre bien dans l'idée préconçue que l'on se fait d'un autiste, recroquevillé, hyper intelligent et qui a un comportement étrange. Je pense que c'est un des atouts de Elle face à Light. Elle peut se manifester pleinement dans son côté atypique. S'il a besoin de se positionner comme ça sur sa chaise, car cela l'aide à mieux réfléchir, il le fait. Il se moque des conventions sociales. Il ne voit ça que comme des contraintes que l'on peut faire sauter. Et c'est aussi ce qui le rend moralement ambivalent. Light voit les choses de la même façon, mais à l'inverse, il doit sans cesse se cacher en plein jour. Quand on a un esprit comme celui de Light, on est atypique. Et personne dans son entourage n'a vu les souffrances que cela peut engendrer. Ils se sont concentrés uniquement sur son côté bon élève. Light est un trop bon acteur pour son propre bien. Il a trompé tout le monde toute sa vie. Pour leur faire plaisir, il s'est plié à leurs conventions sociales, qui sont celles jugées comme normales dans la société. Il joue un rôle, un archétype, une caricature de mec normal, car c'est comme cela qu'il voit les autres, et à force il ne pouvait que finir par mépriser cette vision de l'humain. Le plaisir de Light est de tirer le mieux parti des règles du jeu. Le plaisir de Elle est d'essayer de comprendre les règles du jeu et d'en tirer les hypothèses les plus crédibles. Cela montre une vision du monde très différente. L'un est une loi de la nature incarnée, l'autre est un scientifique qui cherche à la formaliser, à la rationaliser, et donc à le contredire dans son statut de dieu. D'un point de vue relationnel, Light pense avoir déjà tout compris des règles sociales et joue de ça. Elle est quant à lui dans l'exploration de l'humain et des relations. Elle aimerait d'ailleurs sincèrement être amie avec Light et il entretient aussi une vraie collaboration avec son groupe d'enquête. Et dans le même temps, il observe avec clairvoyance les relations de Light avec ses fausses histoires d'amour et ses faux groupes d'amis. Elle est lui aussi un perfectionniste, il a résolu toutes ses enquêtes et mon sentiment est que dès son tout premier moment de soupçon envers Light, il savait qu'il avait déjà identifié Kira et ce même si, au départ, il donne des chiffres de probabilité de 5% pour cette hypothèse. Pour moi, il sait que son intuition ne le trompe pas, car elle sait clairement lire en Light, à voir le Kira en lui, à le considérer dans son entièreté. Elle possède une finesse d'analyse des gens que Light n'a pas grâce à son statut d'atypique qui a toujours pu s'assumer pleinement. Contrairement à Light, il n'a pas été contraint à se conformer, il n'a donc pas une vision caricaturale de l'humain. On peut remercier Watari d'avoir laissé
elle, se développer ainsi, même si l'orphelinat d'où il est issu ressemble quand même beaucoup à une ferme où on élève des petits génies, des outils destinés à enquêter. A noter que le père Yagami a lui aussi douté de son fils jusqu'à son lit de mort. Il avait probablement lui aussi la conviction inavouable de la vraie nature de Light. Le plaisir de recherche, d'être un enquêteur de génie, est un trait même du scénariste de Death Note. Je ne pense pas prendre un parti trop risqué en disant qu'il prend un énorme plaisir à mettre en place des intrigues aussi complexes, où il joue sa meilleure partie de jeu d'échecs en prenant le rôle des deux adversaires à la fois. On peut d'ailleurs voir dans Bakuman, l'autre manga du duo Oba-Obata, une version positive du parcours de Light et elle. On a ici deux jeunes génies atypiques qui s'ennuient avant de trouver leur vocation de mangaka. Ils sont tous deux des travailleurs acharnés qui tirent parti du meilleur de l'autre. Alors oui, Bakuman parle lui aussi d'aliénation au travail, avec Mashiro dont l'oncle s'est suicidé face à la pression de son métier. Mashiro est lui aussi inscrit dans ce même environnement et il en arrive à des situations extrêmes à cause de sa vision du travail et du fonctionnement brutal de sa maison d'édition. Tsugumi Oba nous montre une société du travail impitoyable. Mais d'un côté, on a un shonen où ce qui est beau, c'est le dépassement de soi et l'happy ending annoncé dès le premier tome, au même titre que l'on sait d'avance que Luffy va attraper le One Piece. Dans Death Note, il y a aussi un destin, mais tragique, où la compétition est stimulante mais malsaine, où Light va perdre son masque et son duel d'intelligence. Le dessin, presque maniaque de Takeshi Obata, sert bien sûr un propos du manga qui est la recherche de la perfection. Un dessin qui donne l'impression que chaque tracé a été calculé et qui ne laisse que peu de place à un trait plus spontané. Il en ressort une sorte de beauté froide. Le décor basé sur des photos renforce lui aussi la froideur et la distance du monde dans lequel ils évoluent, et le besoin des personnages d'évoluer dans un environnement propre jusqu'à l'extrême où la perfection, encore une fois, frise la manie. D'ailleurs, pour être dessinateur de BD, où on doit redessiner à répétition des milliers de fois les mêmes personnages, il faut quand même avoir une mentalité assez particulière. Le Death Note est un livre magique dont les règles sont écrites avec une substance surnaturelle qu'on ne trouve pas sur Terre. Le Death Note est donc un outil répondant à des nouvelles lois physiques, comme par exemple, inscrire le nom de quelqu'un dans le Death Note implique la mort de cette personne par crise cardiaque dans les 40 secondes qui suivent. Mais ce serait une erreur de le résumer à ça. Parmi les règles du Death Note, certaines sont arbitraires, décidées par les dieux de la mort, voire par Ryuk seul, qui établit les règles du jeu qui entourent cet outil. Comme par exemple le fait que Ryuk doive tuer lui-même le propriétaire du Death Note lorsque son heure est venue. On a bien là une règle arbitraire, et Light a tendance à l'oublier car dans ce manga, entre les lois physiques, les lois humaines et les règles du jeu, la frontière devient floue. De la même façon, il n'y a ni paradis ni enfer, tout est gris, et les dieux de la mort sont accros aux pommes, le fruit défendu dont la promesse est l'obtention de la connaissance du bien et du mal, mais qui dans les faits n'a apporté que le malheur aux humains. Light est un légaliste, pour lui, la loi fait foi, le cahier étant ici l'autorité suprême, vu qu'il permet à Light de dire que sa morale meurtrière est une loi naturelle et donc objective, à laquelle on ne peut échapper. Ce serait une loi qui dépasse celle des sociétés humaines. Dans les faits, Light utilise la loi de la manière qui l'arrange le mieux, et s'en sert pour accomplir des idéaux qui lui sont propres, et pourtant, il pense sincèrement que de tuer tous ces gens, c'est l'ordre naturel des choses. En utilisant ce cahier, il dit que les lois naturelles doivent dicter la morale de notre monde, et c'est plutôt facile pour un dominant de se réclamer de la loi du plus fort. Vu que les lois du cahier lui permettent de réaliser sa vision d'un monde idéal, c'est que sa vision est la bonne. Si c'est inscrit dans la loi, c'est que c'est légitime. Pour Light, l'avènement de ces lois magiques doit remodeler le monde et c'est aux lois humaines à s'y adapter. Le groupe de résistants contre Kira croit en la morale des lois humaines et ils se pensent eux aussi dans le code du bien. Ils sont pourtant moins légalistes que Light, car pour faire face au bouleversement qu'est le Death Note, ils sont non seulement prêts à outrepasser les lois, mais aussi à remettre en question leur morale, comme lorsqu'ils posent des caméras cachées illégales ou qu'ils séquestrent Misa. Les résistants ne laissent pas un dieu dicter leur conduite, ils cherchent à faire face au dogme. Les règles d'un jeu conditionnent le comportement du joueur. Si dans un jeu, on est récompensé à faire du roleplay, le joueur aura tendance à s'y adapter. Si dans un jeu, gagner, c'est écraser son adversaire, on mettra tout en œuvre pour accomplir cet objectif, avec plus ou moins de sérieux car ça reste un jeu. C'est un truc que j'avais jamais fait dans Fallout là, vous voyez, une première pour moi, et j'avais jamais vidé un village de tous ces PNJ en les tuant. Là, c'est ce que je suis en train de faire, j'ai génocidé une ville, je commence à en faire une deuxième. Dans la même idée, nous sommes conditionnés par notre environnement, les lois de notre société et ses valeurs morales. Light pense se servir des règles du Death Note, mais en fait, il est aussi conditionné par elles. Quand il perd la mémoire et qu'il redevient l'ancien Light, il combat le nouveau propriétaire du Death Note aux côtés de elle. Il est sincèrement rallié à sa cause. Mais comme il avait prévu un plan pour retrouver la mémoire et redevenir Kira, il a tendu un piège à son ancien lui-même et a scellé définitivement son propre destin. La capacité de Light à être dans un recul froid et calculateur presque constant le pousse aussi à considérer le Death Note comme un ensemble de règles d'un jeu, aussi bien que des règles concrètes de notre monde. En tant que dieu, Kira se croit extérieur à notre monde. Il est le joueur qui déplace des pions désincarnés d'un plateau, qui cherche sans cesse à optimiser ses stratégies. En cela, il se rapproche de elle du début du manga, qui résolvait ses enquêtes cachées et incognito,
tel un esprit de la justice omnipotent. Cependant, pour faire face à un dieu autoproclamé, elle a dû s'impliquer physiquement pour affronter ce dieu d'humain à humain et au nom de l'humanité. L'intelligence de Light, elle, Nier et Melo leur donne une distance analytique constante sur les événements. Les pensées, montrées sous forme de texte dans une BD, ne deviennent plus que des données à analyser. Et Light pousse le vice jusqu'à mettre sur le même plan sa liste d'humains à tuer. Nier est une personne qui vit reclus et qui enquête en prenant cette distance froide. Mais Melo, lui, a hérité de elle son caractère plus impétueux, à prendre des risques sur le terrain. Il va progresser en se mêlant à une sorte de mafia et se positionne ainsi très clairement comme un criminel à abattre. Depuis sa position marginale, grâce à son Death Note, il va faire du chantage au président des États-Unis, qui possède les droits de déclencher une guerre nucléaire. Melo et le président sont tous deux des hommes qui outrepassent largement les règles normales qui régissent le citoyen moyen, et c'est là que se trouve leur dangerosité. Par son geste, Melo se place en supérieur face au président de la première puissance mondiale. Il rappelle à ce dernier que sa place d'homme dangereux légitime n'est qu'un titre arbitraire, que le pouvoir d'un président peut se retourner contre lui-même et qu'il n'est pas extérieur au monde, duquel il est à la fois dirigeant et soumis. Nier est sans cesse en train de jouer. On le voit manipuler avec soin plein de jouets. Je dis jouets car la plupart du temps, Nier manipule des jeux sans règles, des objets dont le seul amusement est celui qu'on veut bien lui donner. Pendant ces moments-là, Nier va laisser développer sa pensée et ses arguments. Il semble mettre la résolution de son enquête et la pêche au canard sur le même plan. On pourrait alors se dire que, comme Light, il prend aussi bien le jeu que la réalité avec sérieux et amusement, qu'ils seraient tous deux dans un même relativisme. Pourtant, c'est bien dans les moments clés de l'enquête que Nier aura un sourire d'enfant joueur, qui sortira de son expression renfermée. Dans ces moments-là, la réalité surpasse le monde abstrait du jeu, et c'est peut-être un des atouts de Nier. Le point de départ du manga est que lorsque la vie est ennuyeuse, que le destin semble déjà tracé, que le monde semble trop défini et limité, on peut être prêt à tout pour sortir de cette routine écrasante, quitte à s'aveugler et vivre de l'illusion d'un monde parfait où on a le contrôle. Nier, lui, n'oublie jamais l'importance de faire face à la réalité alors qu'il est constamment occupé de jouer. Même quand il s'agit de venger la mort de elle, même quand le destin du monde est en jeu, face à la noirceur du monde, Nier prend du plaisir à vivre. De plus, Nier veut absolument résoudre cette enquête selon les principes de L. Il lui faut une preuve irréfutable de la culpabilité de Light, même s'il est certain que ce dernier est bien Kira. Nier va prendre des grands risques pour respecter une éthique d'enquêteur, pour respecter une valeur abstraite et arbitraire, mais qui correspond à son idéal. Ce n'était pas le choix le plus rationnel, mais c'était pourtant le bon choix à ses yeux. Nier n'est pas du tout aussi rigide qu'il n'y paraît. Au contraire, il est le seul personnage à savoir jouer sans aucun cadre de règles et sans enjeu à la clé. Là où je faisais le lien aussi, c'est que je trouve assez rigolo, c'est que et la philosophie et le jeu, tel qu'on les conçoit pour l'instant historiquement, c'est une perversion du principe religieux. Ah honnêtement, c'est vrai que l'idée c'est que les premières traces de matériel de jeu qu'on trouve, c'est les dés qui sont à la base des matériels de divination. Oui, tout à fait. On lançait les dés pour prédire l'avenir, donc certains lançaient les dés pour prédire l'avenir, et a priori à un moment donné, il y en a un qui a dit « moi je peux lancer les dés mieux que toi ». Ah bravo. Et c'est un peu ça qui a fait le jeu, vu que c'est à la fois un des premiers matériels de divination et un des premiers matériels de jeu, c'est le dé. Et aussi, comme on parle souvent des présocratiques, qui ont changé l'explication mythologique du monde par une explication physique. Du coup, un effet naturel doit répondre à une cause naturelle. Ouais. C'est assez rigolo que les deux puisent leur source malgré tout dans le... L'idée des règles. Ouais. L'idée des règles. Qu'est-ce qu'expliquer le monde sinon donner ses règles? Et donc en un sens, ce que cherche à faire le philosophe à travers la métaphysique, à travers l'explication du monde, c'est donner les règles du jeu en fait. La philosophie, et je pense qu'on peut l'élargir à la réflexion en règle générale, c'est le premier jeu des êtres humains. En gros, que quand une théorie est établie, le but un petit peu de la réflexion philosophique, c'est de la déséquilibrer. Et le jeu n'existe que parce qu'il y a des déséquilibres, parce que tout reste à jouer, parce que tout est encore en jeu. Et il disait que du coup la philosophie en un sens c'était le jeu universel, que philosopher c'est jouer avec la physique, c'est jouer avec le monde, c'est finalement jouer avec les concepts. Je suis le plus joyeux de tous les mammifères, petit sourire en coin sur la civière, la mort pour seul happy end. Je vais terminer la vidéo en parlant du grand moment tragique du manga, la mort de L. Ce qui a enclenché la victoire de Light sur L, c'est qu'il a triché. Light a inventé de fausses règles pour le Death Note. Si le Death Note n'est pas utilisé au moins tous les 13 jours après avoir écrit le premier nom, celui qui a écrit le nom mourra. À ce moment-là, Light a modifié la métaphysique du monde dans l'esprit de ceux qui avaient pris connaissance de cette règle. Il s'est rapproché ainsi de son statut de dieu, un être qui non seulement outrepasse, mais modifie les règles physiques du monde. Seule L voyait bien que cette règle rendait le monde illogique, car cela mettait à mal toute sa réflexion et ses hypothèses. Pourtant, à moins de pouvoir la contredire formellement, il devait s'y conformer
confortait, sinon cela revenait au même que de nier la relativité générale sur base d'une simple intuition. Le challenge pour elle devenait alors de réfuter une loi physique, et il n'a pas pu le faire à temps. Et c'est d'ailleurs par ce même type de triche que Nier va piéger Light. Il va modifier les pages d'un des Death Note et lui enlever par là même sa nature magique. Le livre ne devient plus qu'un bête cahier et Kira est ramené à sa condition humaine. À ce moment-là, Nier a modifié la métaphysique même du monde. Avec le temps, Light avait fini par voir Ryuk comme un monstre insignifiant, mais au moment de mourir, il s'est rappelé de l'horreur de la mort et a vu Ryuk avec les yeux neufs du condamné. Ryuk reste en fin de compte le grand gagnant de tout ce chaos. Il reste après tout un être extérieur à notre monde et amocher un jeu de plateau n'impacte pas le joueur. Le dieu de la mort s'est bien marré pendant toute cette histoire dont il connaissait déjà la fin. Voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Je vous remercie pour votre temps de cerveau et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Okamari no Suzuki.